Une fois de plus, avantage du master, un jour, il y avait un truc, c'était, financement de lancement de boîte, et là, il y avait 3 banques qui étaient là, 3 directeurs d'agence. Bah, on fait connaissance et cetera. Quand on a dû aller chercher de l'argent pour, enfin emprunter pour créer la boîte, le gars nous connaissait, il nous a super bien reçus et en 2 heures, on avait notre emprunt. Je crois qu'à l'époque, on avait, 45 000 € d'emprunt. Il y a un point que je défends mordicus depuis longtemps d'ailleurs, mais à l'époque, on trouvait que ça n'avait pas de sens, mais le CTR, pour moi, il a une vraie importance. Franchement, la pire expérience de ma vie, aujourd'hui, c'est, la séparation avec mon associé. OK. Vraiment de enfin, après c'est un sujet, on n'en parle jamais parce que c'est pas tellement business, c'est plutôt, Bah, quand même, ouais. interne à la boîte et cetera. Sincèrement, c'est la pire galère que j'ai eue. Perdu 12 kilos, je crois, quand on s'est séparés. Ah ouais, putain. Ah ouais, OK. Donc ouais, ça a été violent. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Alors, comme d'habitude aujourd'hui, comme vous le voyez si vous nous regardez sur YouTube, je suis avec Franck et Anthony, mais on a un invité, Michael. Bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Bah, ça va très bien, j'espère que vous aussi et merci à vous pour l'invitation. Bah, merci, avec Bah, plaisir. avec plaisir, ouais. C'est tout le plaisir est pour nous. On va parler aujourd'hui de ton parcours qui est très chouette, très inspirant, on est sûr, pour tous les Wizards qui nous écoutent. Pour tous ceux qui nous découvrent au travers de cet épisode, Wizards Podcast, c'est un épisode par semaine, tous les jeudis. On parle de business web, on parle de make money, on parle de SEO, on parle vraiment de tout ce qui peut faire de l'argent sur Internet. Voilà, donc si ça vous intéresse, considérez un abonnement. Franck, est-ce que tu veux commencer? Ou Anto, tiens. Anto, je te laisse poser la première question à notre invité. Bah, il va se présenter un peu d'abord quand même. Ouais, voilà, et c'est vrai, excuse-moi, Mickaël. C'est vrai que d'habitude, on commence par la présentation. J'en oublie les bonnes manières. Parce qu'on va pas le saccager tout de suite comme Ouais, ça. on te laisse un petit peu expliquer, du coup, Mickaël, je suis désolé, qui tu es déjà, et puis dans les grandes lignes, ce que tu as fait. Et moi, il y a juste un petit truc en plus de tout ça, en général, je pose à nos invités, une petite question. C'est quel a été ton déclic business, en gros? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu t'es retrouvé à aujourd'hui avoir ton propre business, plutôt que de faire autre chose, de travailler dans le salariat, enfin tu vois, voilà, j'aime bien rajouter ce petit ingrédient. Ouais, bah, c'est intéressant comme question, parce que c'était pas très, legit au début, enfin, je vais vous expliquer rapidement. Donc je m'appelle Michael, donc je suis le fondateur de simpleauto.com qui a été lancé en 2012. Simpleauto.com, c'est une marketplace dédiée, aux centres de contrôle technique, qui permet de booker son contrôle technique, automobile, à des bons tarifs et surtout c'est hyper pratique, parce qu'en gros, on choisit le créneau et on book, et c'est instantané. Depuis, la semaine dernière, fondateur aussi de Botmatic.com qui est une solution qui permet en fait de créer son chat GPT, personnalisé, à partir des données, qui sont, enfin que vous souhaitez. Donc ça peut être votre site web, ça peut être, des documents, PDF, du texte, un sitemap, bref toutes les données que vous souhaitez. Et c'est un bot du coup qu'on va entraîner et qui, vous permet d'avoir une interface et de chatter, directement pour avoir des réponses, instantanées. Voilà. Ok. Donc pour en revenir à ta question, comment je suis arrivé là? Au départ, enfin j'ai toujours une fibre un peu, on va dire, vendeuse. Depuis gamin, enfin vraiment j'aimais bien en fait, faire des petites opérations et en fait ce qui s'est passé c'est que, quand j'étais étudiant, en médecine, donc vraiment rien à voir avec, aujourd'hui. J'ai fait une première année de médecine et à ce moment-là, j'avais, un side business qui consistait donc à acheter des produits, qui étaient en fait des chaussures, Nike,
Donc probablement contrefaite, donc j'en parle aujourd'hui parce qu'il y a prescription, mais voilà, en fait, c'était pas très légal tout ça. Et en gros, je faisais ce qu'on appelle aujourd'hui du dropshipping, puisque au départ, j'avais trouvé une paire de chaussures qui me plaisait sur eBay. Et le gars, le vendeur, je lui dis bah, écoute, envoie-moi un catalogue si t'as. Et en fait, dans le catalogue, il oublie d'enlever un lien. En fait, du coup, je tombe directement sur le fournisseur et je constate que le gars vend ses chaussures, je crois, 90 € sur eBay. Je contacte le fournisseur en direct et là, il me les vend à 50 €, moitié prix. Donc je me dis bon bah ok, je vais passer directement par le fournisseur. Et ce qui se passe, c'est que je reçois les chaussures, elles sont trop grandes. Donc je les vends sur eBay. Elles se vendent en moins de 24 heures. Et là, je les vends 90 €, donc j'encaisse la moitié, et l'autre moitié, je me recommande la paire de la bonne taille. Et je me dis: «Tiens, c'est quand même parti assez vite» et du coup, ben, ni une ni deux, je crée des annonces dans toutes les tailles sur quelques modèles. Et donc là, je découvre les joies du dropshipping où donc je mets les annonces, les gens achètent, j'encaisse l'argent sur PayPal, je reverse à peu près la moitié à mon fournisseur en Chine qui envoie directement chez l'acheteur. Et tout ça par à l'époque Chronopost, enfin c'était EMS en Chine et Chronopost en France. Donc je livrais plus vite que Cdiscount à l'époque, quoi. Donc c'était complètement dingue. En 5 jours, les clients ils avaient leurs chaussures, ils étaient ravis. Ils avaient leur petite Heu, Nike. Exactement, les Nike TN qui sont toujours d'ailleurs C'est indémodable. toujours en hein. vogue. Voilà, indémodables. Donc voilà. Et donc ça, quand j'étais étudiant, c'était plutôt cool, parce que ça me permettait de vivre beaucoup plus sereinement ma vie d'étudiant. Après, j'ai mis les copains dans le filon et puis voilà, ça a duré un peu de temps. Ok, Voilà. c'est marrant. Bah, au moins, on a le déclic en entier, donc c'est cool. Pour une fois Ouais, que c'est quelqu'un qui vient pas des jeux vidéo, ça change. Après, ça reste des beast borders, quoi. Ah, ouais, c'était plus que border, ouais. Plus bien que border. border. D'ailleurs, on a arrêté parce qu'une fois, il y a un colis qui s'est fait arrêter à la douane et là, ça commençait à devenir Un peu tendu. un peu limite. Donc là, on s'est dit: «Bon, on va se calmer» et puis voilà, je suis passé à autre chose. Et donc c'est là, en fait, donc bon, je me rends compte que médecine, ça me plaît pas du tout. C'est pas enfin, j'arrive pas à m'intéresser à ce qu'on fait. Et en fait, on me suggère de regarder ce qui se fait en école de commerce. Je connaissais pas du tout à l'époque. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai passé des concours et je me suis retrouvé à Lyon, en école de commerce enfin voilà, pour faire mes études. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais dans un secteur où tout ce qu'on me disait me paraissait évident et je prenais vraiment plaisir à aller en cours, en fait. Donc ouais, ça a vraiment changé, pas mal de choses et c'est là où je me suis dit: «Non mais en fait, faut continuer là-dedans et créer ma boîte plus tard». Donc voilà, je savais qu'à terme, je créerais ma boîte. Trop bien. Alors moi, les gars, je veux absolument que vous lui posiez la question par rapport aux écoles de commerce. Ça, faut pas le laisser. Vas-y, Anto, vas-y. Comme tu sais, nous, on pense pas qu'on aime pas trop, mais on a souvent des a priori sur les écoles de commerce. Et on voulait te poser la question, est-ce que ça t'a servi pour lancer ton activité? Juste pour en rajouter une couche, hier, on en parlait en disant que les écoles de commerce, c'était des boîtes à chômeurs. Non. Vous avez dit ça. Non, Oui, c'est bon. J'ai juste dit que si tu sortais des grandes écoles de commerce, par contre, tu avais Ça, un c'est vrai. sacré réseau. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. En fait, je trouve que c'est la seule plus-value des écoles de commerce. Et avant de te laisser répondre, Mickaël, parce que là, ça paraît peut-être un peu violent, même aux yeux de nos auditeurs, c'est juste, comme l'a dit Franck, on en a parlé dans un podcast que nous, on a tourné hier, et on s'est posé la question, etc., et on a donné notre avis. Et c'est vrai que notre avis, avec les 3 Wizards, là, on a tous les deux des avis qui sont assez tranchés. Finalement, nous trois, on n'a pas fait... Moi, j'ai fait une école de commerce, mais qui n'a sans doute absolument rien à voir avec celle que tu as fait toi. Donc, je suis très curieux d'avoir ton point de vue, ne serait-ce que sur la qualité de l'enseignement, ce que tu as appris et tout. Parce que moi, ce que j'ai dit pour te donner un peu... pour que tu puisses visualiser, j'ai dit clairement que moi, mes études dans la globalité du collège, enfin, tu vois, je n'avais vraiment, à mes yeux, servi à rien ou vraiment à pas grand-chose, tu vois.
Donc, on est très curieux d'avoir ton avis à toi là-dessus, ta propre expérience, qui est du coup sans doute beaucoup plus complète que la nôtre aussi. Alors, pour ce qui est des études, je crois que vraiment il faut dissocier 2 choses. C'est, ce qu'on peut attendre des études, c'est-à-dire acquérir des compétences et il y a tout ce qui est pas directement de l'acquisition de compétences et qui est, ce que moi je mets dans le savoir-être et le savoir-être ensemble, en fait. Et à mon sens, là où ils sont assez bons en école de commerce, enfin en tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'est qu'ils enfin le je pense qu'ils font leur maximum pour faire en sorte que tu bosses en équipe, que tu bosses, enfin que tu participes à des assos, que, tu voyages. Enfin moi j'ai passé, 6 mois en Chine par exemple, en échange universitaire. Bon, enfin des souvenirs incroyables, enfin c'était vraiment vraiment trop bien. Enfin je suis allé à Prague aussi, enfin bref, on s'ouvre quand même un petit peu, à plein de choses qu'on ferait pas forcément, de soi-même, à cet âge-là. Donc je pense que voilà, il y a pour ce qui est des compétences, une chose, qui est souvent un cran en dessous de ce qu'on peut attendre. Et après il y a le savoir-être, le fait de rencontrer des gens, enfin voilà, de se créer un réseau, et cetera. Et là, je trouve que vraiment il y a une vraie plus-value sur les écoles de commerce. Et pour en revenir aux compétences quand même, enfin ma dernière année, pour le coup, je l'ai faite, en master entrepreneuriat. Donc c'était à l'EM Lyon et là l'idée en fait quand je suis rentré c'était je veux créer ma boîte et donc je vais dans ce master parce qu'ils ont des choses à m'apprendre sur cette, enfin sur cette, thématique-là donc je rentre dans ce master-là pour à la fin créer ma boîte. Et pour le coup, ça a été un vrai pied à l'étrier parce que, dans ce master-là, on a un fil rouge toute l'année. Au début de l'année, en fait, chacun propose des projets de boîte et en fait, ceux qui sont les plus convaincants, ils arrivent à créer une équipe qui se greffe à leur projet et pendant toute l'année, tu bosses sur ton fil rouge, ton projet fil rouge et en fait, Simple Auto, pour le coup, c'est, directement le fruit de, ce travail-là. Je l'avais commencé donc, en début d'année, j'ai proposé l'idée, il y a 4 personnes qui se sont greffées au projet, dont un qui sera, plus tard mon associé et on termine l'année, il s'avère qu'on gagne un concours, d'entrepreneuriat où il y avait des entreprises qui pitchent, une dizaine d'entreprises et on remporte ce concours. Du coup, on gagne une année à l'incubateur de l'EM Lyon et voilà et en fait, du coup, on avait nos locaux, on y est resté pendant 2 ans et on a démarré, en fait, l'aventure Simple Auto, en partie grâce à eux. Donc voilà et pour le coup, sur ce master-là, c'était vraiment très différent parce que les intervenants, c'était pas vraiment des profs, c'était des entrepreneurs, en fait, qui, prenaient, quelques heures de leur temps pour venir nous dire: «Ben, voilà ce qui s'est passé, voilà mon retour d'expérience, voilà les galères que j'ai eues» et cetera. Et ça change vraiment du cours, classique, d'un Mm. prof qui te parle d'une matière en particulier, voilà, la dernière année, c'était vraiment essentiellement des retours d'expérience. C'est Ok. quoi comme type, d'entrepreneurs qui viennent? C'est plutôt des entrepreneurs avec des très grosses boîtes où il y a vraiment un peu un tout, de la PME, de la très petite entreprise, des gens qui ont fait des trucs beaucoup plus gros, je sais pas, peut-être avec 50 salariés ou des trucs comme ça? En fait, on a eu un peu tout type, on a eu des fois des intervenants de gars qui venaient de lancer leur boîte. OK. Heu, on a eu des gars qui venaient de vendre leur boîte, des belles PME, notamment une qui était dans le voyage. Ils faisaient des voyages un peu qui sortent de l'ordinaire, ça s'appelle, Terre d'Aventure, je crois, quelque chose comme ça. OK. Je sais plus si c'est Terre d enfin, bref, enfin, c'est un nom comme ça. Et lui, avait vendu sa boîte et
Et pour le coup, lui aussi nous expliquait qu'il avait créé, sa boîte sur les bancs de l'école. Il avait trouvé son associé sur les bancs de l'école et 10 ans plus tard, il venait de revendre sa boîte et de faire un très, très bel exit. Donc voilà, on a eu aussi, le PDG d'une boîte qui s'appelle, Aramis. Je crois qu'ils ont changé de nom, entre-temps, mais ou Amaris, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. Ils font du recrutement, en fait, pour, ciblé pour, les consultants, les ingénieurs, et cetera. Donc pour les entreprises, ça, c'est une boîte qui a eu une croissance, fulgurante, enfin, ils sont internationaux, ils sont dans tous les pays, enfin, c'est une énorme boîte, et voilà et donc voilà, il y avait vraiment tout type, d'entrepreneurs. Après, on avait aussi des avocats, de temps en temps, ça, c'était hyper intéressant, enfin, qui nous faisaient des retours d'expérience sur des cas clients qu'ils ont eus, des galères, et cetera, comment ça a été géré, et cetera. Donc en fait, cette année-là, elle a été vraiment, pour le coup, hyper intéressante. Ok. En Excellent. tout Là cas, moi, où, j'ai vraiment pris mon pied. là où c'est beau, c'est qu'au final, c'est un projet étudiant plus, hein, évidemment, parce que tu es quand même avancé dans les études, mais c'est ton business principal aujourd'hui, c'est quand même un projet qui a été monté au sein des études, ce qui Mm. est beau. Ce qui du Ouais, coup, ouais, c'est clair que c'est enfin, même aujourd'hui avec le recul, je me dis: «Ah tiens, c'est rigolo». Il y a toujours ce Ouais. lien avec, l'école, donc c'est rigolo. ce qui du coup, je te cache pas, me fait un peu changer d'avis, tu vois. D'écouter ce que tu viens Ah, mais d'expliquer là. je pense que c'est que. Mais parce que moi, j'ai une connaissance qui sort de Schema. Pareil, tu vois, c'est des grosses écoles. Et en Ouais. vrai de vrai, t'as quand même un réseau et des compétences. C'est rien à voir. Franchement, si les gens qui ont la possibilité de faire ce type d'école, moi, je pense qu'il faut les faire. Vraiment, Mm. je pense que Ok. ça Non, fait une grosse c'est différence. intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a vécu ça dans une grosse école, on va dire. J'allais dire une vraie école, mais c'est un peu méchant pour mon ancienne école. Mais du coup, qui sans doute vit des choses très différentes de celles que j'ai pu vivre de mon côté. Voilà, donc c'est ok, très, très chouette d'avoir ce retour-là. Et c'est vrai que c'est quand même ouf que tout ça, ça soit un projet à la base qui part de l'école, quoi. C'est génial d'avoir eu cette opportunité-là aussi. Et Et après, je pense que, tu vois, enfin, je pense qu'il faut pas le faire, comme ça par hasard et que si tu arrives à un moment à te dire: «Ben, tiens, il y a ce truc vraiment qui me branche» et que tu te spécialises dans ce truc-là, peut-être que tu vas plus y trouver ton compte que, si tu y vas, un peu par hasard. Voilà. Hmm, ok. Bah, d'ailleurs, alors dans ce cas-là, pour rebondir pile sur ce que tu viens de dire, parce que tu dis il faut aller dans les trucs qui te plaisent. Pourquoi simple auto? Justement, c'est un sujet qui de base t'intéressait, ou c'est parce que tu as vu la man business que ça pouvait générer, ou est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille qui faisait du contrôle auto et tu te dis tiens, bon bise? En fait, Simple Auto, au départ, le projet, c'est de faire beaucoup plus que le contrôle technique. Le but, au départ, c'est de dire: «Ben, OK, on va permettre aux gens de booker, leurs révisions en ligne directement». Pourquoi? Parce que, l'année d'avant, enfin l'année avant mon master à l'EM Lyon, je suis en alternance et je suis en alternance, dans une, concession automobile qui s'appelle Smart. Enfin, vous les Lyonnais, vous voyez bien, où elle est. Mais voilà, donc je suis, vendeur auto, chez Smart. J'ai vraiment une pure expérience là-bas, de vente, à la dure, mais hyper enrichissant et hyper intéressante. Enfin, du coup, c'est la maison Mercedes en plus, donc enfin des formations, enfin tout est hyper structuré en fait chez Mercedes. Les process de vente, enfin on avait des clients mystères, des trucs comme ça, où ils nous notaient en fait sur la qualité de des entretiens qu'on menait, et cetera. Pour le coup, vraiment bonne école. Enfin, d'une manière générale, je pense que la vente automobile, ça fait partie comme ça de ces secteurs un peu, touchy, mais quand tu arrives à t'en sortir là-dedans, derrière, je pense que tu peux vendre à peu près, ce que tu veux. Donc très, très formateur et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'ai mon fichier client et dans nos process, ils nous disent: «Ben, vous avez votre fichier client, tous les ans, vous devez appeler vos clients». Donc tous les jours, j'avais des alertes dans mon CRM qui me disaient: «Appelez monsieur un tel ou madame un tel».
Et la règle, c'était essayer de décrocher un rendez-vous pour renouveler son véhicule, parce qu'on vendait de la LOA à l'époque, donc de la location avec option d'achat. Donc essayer de lui reprendre son véhicule et lui en revendre un neuf. Et si, c'est pas possible, et qu'il a pas fait l'entretien, relancez-le et dites-lui de faire l'entretien de son véhicule parce que de toute façon, c'est inclus dans son forfait. Nos mécaniciens sont, à l'arrêt, enfin notamment, la période de novembre à février. Il y avait un espèce de trou à l'atelier où les mécaniciens, en fait, avaient pas de boulot. Et donc eux, ils nous disaient: «Mais vraiment, appelez-les, c'est dans leur entretien, c'est inclus, c'est dommage qu'ils la fassent pas, donc dites-leur de venir, entretenir leur véhicule». Et du coup, ce qui se passait, c'est que moi, je les relançais, je leur disais: «Ah ouais, ben, vous avez vu, vous avez votre révision à faire, est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous?» «Ah oui, pourquoi pas». Hop, je les passais à l'atelier et le réceptionnaire atelier, fixe un rendez-vous. Et en fait, comme ça, juste en les relançant par téléphone, je me rends compte que, franchement, 2 clients sur 3 prennent le rendez-vous pour la révision. Et en fait, à ce moment-là, je me dis: «C'est pas possible, on doit pouvoir automatiser ça, mais pour toutes les concessions, enfin, ils doivent tous avoir le même problème». Et il se passe aussi un truc, c'est qu'à ce moment-là, j'ai un client, smart, qui lui a 4 centres de contrôle technique. Il me dit: «Non mais nous c'est pareil, c'est même encore pire, moi j'ai 4 centres, les 4 sont vides en ce moment», donc on était, je sais plus fin ou début d'année, donc voilà, il me dit, «C'est pareil» et cetera. En fait, tout ça, ça reste dans un coin de la tête. Et quand j'arrive à l'EM Lyon et qu'il s'agit de créer, un projet, là, ça voilà, ça éclot. Je me dis: «Tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus». Et voilà, c'était le début de l'aventure. Et finalement, on n'a pas fait, la révision parce que c'était trop complexe. On a trouvé que c'était vraiment compliqué parce qu'il y a des histoires enfin de durée de prestation, facturation qui sont quand même vraiment plus touchy. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur le contrôle technique, voilà. OK. Ah, c'est assez impressionnant comme, enfin, du coup, le process avant d'en arriver, là, c'est très intéressant. Mmh. Et comment en gros, que ça a été quoi, ensuite les étapes? Par exemple, Simple Auto, ça a toujours été un site web à la base ou est-ce que je suppose que oui? Et comment au début vous avez fait? Parce que tu es dans une école de commerce, tu pas avec des devs et tout. Comment tu fais pour avoir, ta base dev, on va dire, ou ton site? Est-ce que c'est, à la base juste un petit site comme ça que vous avez fait vous? Est-ce que dès le début c'est parti avec des devs, un truc sur mesure, tu savais déjà ce que enfin ou l'équipe, vous saviez déjà ce que vous vouliez? En fait, la grosse qualité du master entreprendre, à l'UM Lyon, enfin j'y reviens, mais c'est qu'en gros, ils vont chercher, à peu près la moitié d'ingénieurs et l'autre moitié marketing Mmh. commercial. OK. Ah ouais. Et typiquement, je t'ai dit qu'il y avait 4 personnes qui étaient venues sur le projet, on était 4. Donc moi j'étais profil commercial, il y avait, une fille qui était, profil, plutôt marketing. Et il y avait, 2 gars qui étaient plutôt, profil ingé, dont un qui venait de l'INSA. Voilà. Et donc c'est avec lui d'ailleurs qu'au final on a créé, Simple Auto. Donc voilà. Après, malgré tout, c'est pas lui qui a développé, la 1re version du site. Donc ça, c'est un OK. gros learning aussi, sur l'association. C'est pas lui qui a développé le premier site. En fait, on a pareil, une fois de plus, avantage du master, un jour, il y avait un truc, c'était, financement de lancement de boîte, et là, il y avait 3 banques qui étaient là, 3 directeurs d'agence. Et on fait connaissance et cetera. Et quand on a dû aller chercher de l'argent pour, enfin emprunter pour créer la boîte, le gars nous connaissait, il nous a super bien reçus et en 2 heures, on avait notre emprunt. Je crois qu'à l'époque, on avait, 45 000 € d'emprunt pour Attends, lancer la boîte. ça, c'est toujours au sein de l'école? Genre pendant Ouais, que tu es étudiant,
ils vous Ouais. mettent en relation avec des banques et Ouais. vous faites Ouais, déjà c'est- un emprunt. Ouais, c'est un autre game aussi, hein. Non, parce que pour dire, enfin, moi je suis passé par une petite école de web qui était aussi orientée un peu entrepreneuriat et tout ça. Jamais de la vie où on avait des trucs comme ça. Tu vois, C'est pour ça, je te et dis, c'est cheat code. c'est pour Enfin, c'est ça. pas cheat Bah, code, en tout mais cas, non, mais tu peux le faire, bah, faut le faire. t'étais, en fait, vu que tu étais bon dans ton domaine, tu as été pris dans une belle école. Qui dit belle école dit belle relation, je suppose, prestige, tout ça. Tu vois, je pense que les directeurs de banque, ils viennent, évidemment, ils se disent c'est peut-être les futurs PDG du CAC 40 ou je sais pas quoi. Ils ont tout intérêt à t'avoir dans la poche dès le début. Ah mais complètement et enfin, j'ai fait 2 écoles de commerce. Moi, la première, j'ai fait un master, pendant 4 ans, où j'ai fait de belles choses, notamment ce que je disais, aller en Chine, c'était vraiment trop bien. Et pour le coup, là, dans cette école-là, elle était j'étais un peu sur ma faim, quoi. Je sentais que j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus, pushy sur les enseignements, qu'il y ait plus de retours d'expérience et cetera. Et vraiment le jour où je suis arrivé à l'EM Lyon, là, je me suis dit: «OK, là, tu es plus du tout, dans le même, type, d'école, quoi». Enfin, ça a vraiment rien à voir. C'était fou, quoi. On avait des gens qui venaient hyper prestigieux, qui venaient faire des confs, pendant 2-3 heures. Tu pouvais leur poser des questions à la fin, donc des gens qui venaient, soit des grands chefs d'entreprise, soit, des hommes politiques et cetera. C'était hyper enrichissant, hyper intéressant, et voilà, enfin, vraiment, j'ai eu l'impression on avait changé C'est de la cour des grands. dimension par rapport à ouais, ouais, vraiment. Et enfin, un autre exemple, mais enfin, tout à l'heure, vous disiez, c'est la cour des chômeurs. En fait, il y a un truc très drôle, c'est que dans cette école, c'est pas toi qui vas chercher les entreprises, c'est les entreprises qui viennent. Et donc, en fait, il y a des espèces de forums où un coup, tu arrives dans l'école et là, tu as une zone entière où il y a toutes les boîtes les plus prestigieuses du CAC 40 qui sont là et qui en fait, se battent pour choper ton CV parce que, ils savent que, ben, il y a finalement assez peu de candidats à l'échelle de leur boîte. Ils recrutent des milliers de personnes donc et là, ben, en fait, pour le coup, il y a pas tellement de chômage, hein. Généralement, tu es embauché avant d'avoir fini ton avant d'avoir fini ton master. Bon, bah voilà, on s'excuse du coup pour nos nos Pour toutes nos précédents, médisances. toutes nos médisances. Et d'ailleurs, du coup, juste pour revenir là-dessus, à ce moment-là, t'as pas eu envie de rentrer dans le salariat? Tu vois, t'as des belles boîtes qui peuvent te recruter. Je suppose que c'est des salaires qui sont beaux aussi. T'avais quand même en tête de vouloir monter ta boîte. T'avais beau avoir du méga CAC 40 qui est là, à aucun moment tu t'es dit vas-y, j'y vais. En fait, il y a un truc, qui a joué en faveur de l'entrepreneuriat, c'est que, en fait, quand j'étais en alternance chez Smart, ça s'est tellement bien passé que, enfin, c'était un truc de fou. Enfin, la concession avait vendu 400 voitures cette année-là, on était 5 vendeurs. Moi, j'étais en alternance, donc j'étais là 2 semaines sur 3 et en fait, moi, j'ai fait 180 véhicules cette année-là Ah oui, bon vendeur. et j'étais commissionné, en fait, sur chaque vente. Ok. Donc en fait, j'étais étudiant en alternance et j'ai eu des 5 000 par mois, quoi. Mmh. Donc en fait, je savais ce que ça faisait que de bien gagner sa vie, à 23 ans, enfin 22-23 ans. Donc voilà. Donc c'était très bien, mais en fait, je savais que c'était pas ce que je voulais, en fait. Parce que, mon désir profond, c'était de créer ma boîte. J'avais vraiment envie de tenter l'aventure, voilà et c'est pour ça que, du coup, en étant en alternance chez Smart cette année-là, j'ai tenté le concours, d'admission à l'EM Lyon parce que vraiment j'avais ça en tête et je voulais absolument créer ma boîte, à la sortie. Ok. Est-ce Ok, que ok. tu veux Anto, partir sur les questions? Parce que j'en ai plein, moi. Anto, il en a beaucoup aussi. Ouais, mais il en Vous a êtes- répondu à pas mal. J'avais mis levée de fonds, mais au final, c'est pas une levée de fonds que t'as fait, c'est le prêt grâce à l'EM Lyon. Je voulais savoir comment t'avais financé, mais tu vois, t'as déjà répondu.
C'est grâce à l'EM Lyon, c'est-à-dire que oui, on a été en contact avec le banquier, mais au final, en fait, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui BPI France. C'était la BPI qui garantissait l'emprunt. Et ça, franchement, c'était un projet un peu sexy. Que tu y crois, le banquier, il se mouille pas trop parce qu'il c'est garanti par la BPI, donc tu peux aller le décrocher assez facilement. Enfin, faut aussi s'enlever ces barrières-là, c'est-à-dire que souvent on se dit: «Ouais, c'est pas pour nous» et cetera et alors qu'en fait, des fois, il suffit d'y aller et tu peux décrocher ce type de prêt, sans trop de problèmes. OK. Est-ce que tu as déjà été éditeur de site ou pas du tout? Enfin, aujourd'hui, en fait, est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais du SEO, par exemple, pour Simple Auto, ou c'est quelque chose que tu délègues? Comment En fait, techniquement tu te positionnes? c'est assez drôle parce que pendant très, très longtemps, je pense pendant les 5 premières années de la boîte, j'étais, c'était mon objectif principal, c'était d'être numéro 1 sur, contrôle technique et cetera. Ce qui a été le cas en 2015, 2016, 2017, tu tapais contrôle technique, le premier site qui sortait, c'était Simple Auto. Ok. Donc, terme générique, on était le premier et on est resté premier sans bouger pendant 3 ans. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que je mettais ma priorité au mauvais endroit. Donc, c'était joli, ça faisait bien d'être numéro 1 sur la thématique, mais en fait, ce qui comptait, c'était de faire du chiffre d'affaires et donc de recruter des centres de contrôle technique qui veulent bien bosser sur la plateforme. Et le jour où j'ai changé ça, ça a changé la boîte. Ok, intéressant ça. C'était quoi le fonctionnement avant et après? En gros, avant, tu avais pas beaucoup de contrôle. En gros, tu avais beaucoup de trafic, mais pas beaucoup de Ouais, centres. Et exactement. après, tu as fait en sorte d'avoir beaucoup de centres. Ouais, exactement. En fait, Ok. c'est juste, probablement il y a un meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire faire une grosse audience et avoir un maximum de centres, qui bossent, sur la plateforme. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, quand tu vas taper contrôle technique plus une ville ou contrôle technique pas cher plus une ville, si on a un partenaire dans cette ville-là, on est, soit 1 soit 2 Ok. sur Google. Voilà. Et ça m'importe beaucoup plus que d'être numéro 1 sur contrôle technique. Pendant 3 ans, on a été numéro 1 sur contrôle technique et en fait, c'est une requête générique où les gens cherchent à s'informer, mais ça transformait pas du tout. Donc j'ai arrêté de me focus là-dessus et maintenant, je passe plus de temps à, voilà, à recruter des centres et à faire gaffe au SEO, local, pour aller chercher, du coup, une fois que j'ai un partenaire, aller chercher des clients à l'endroit où il y a le partenaire. Aujourd'hui, vous Comme- êtes combien? Excuse-moi, Franck, Vas-y. chez Simple Auto, vous êtes combien en tout? Alors aujourd'hui, moi, je suis tout seul, Ok, donc je me suis excellent. séparé de mon associé, Ouais. et après, par contre, je travaille je travaille qu'avec des freelances, donc j'ai 4 devs aujourd'hui qui bossent sur Simple Auto, quelqu'un au support client aussi, voilà, et en fonction de mes besoins, je travaille essentiellement avec des freelances. Ok. Et comment, du coup, tu arrives à... Comment se passe le fait d'avoir des prestataires dans chaque ville? Genre, comment... Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Est-ce que au final, tu as un modèle qui est un peu en mode rank and rent ou pas vraiment? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est un peu du B2B2C en fait. En gros, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je vais démarcher, je cible une ville, je vais démarcher des centres de contrôle technique à cet endroit-là. Une fois que je le rentre, à ce moment-là, je cherche à ranker au niveau local et on fait du media buy aussi, donc voilà, Ok. on pousse aussi en pub sur le local, sur ces centres. Ok, bah, ça allait être une de mes questions justement, tes acquisitions de trafic, comment tu faisais, tu vois? Est-ce que tu es en mode 100% SEO et au final, bah, on le voit là avec les mouvements qu'il y a beaucoup avec Google et tout, c'est quand même mettre, beaucoup, d'œufs dans le même panier. Ouais, c'est dangereux. C'est Ouais, dangereux, en fait, en gros, c'est pas compliqué, mais il y a le SEO évidemment, il y a la pub et puis après, il y a aussi ta base client parce que, évidemment, les gens qui ont acheté leur contrôle technique il y a Ouais, 2 tous ans, les ans, enfin, ouais, tous les 2 ans. tu email ouais, en ils ont fait. besoin de ouais, 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 tout à fait, Ouais. ouais, ouais.
Donc et ça fonctionne assez bien. On a des clients, et après en fait, il y a vraiment un point qui pour moi, c'est un point, vraiment très, très important, c'est les retours clients, enfin Ouais. le taux de satisfaction et je crois que enfin aujourd'hui, on utilise, Google, Customer, Ratings et on est à 4,8 sur 5 sur plus de 1000 avis, donc vraiment ça, c'est priorité. Enfin, moi, c'est une obsession, en fait. OK. Ouais. C'est obsessionnel, vraiment. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un avis négatif sur Trustpilot et là, je demande à Trustpilot de demander les infos au client. Le client, laisse son numéro, de téléphone et là, je rappelle le client, discuter avec lui pour savoir pourquoi il a mis l'avis négatif, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment on règle le problème et hem et souvent ça se termine, le gars change son avis, en fait. Donc, OK. on passe d'un avis négatif à un avis, positif, où il laisse le début du commentaire, négatif en disant, en mettant un ajout, «Ouais, ils m'ont rappelé, ils sont super cool» et cetera, et cetera. Mais vraiment, enfin, moi, je suis obsédé par ça, je supporte pas qu'on ait un avis négatif, parce que vraiment, je trouve enfin, on essaie au maximum de faire notre boulot correctement et que ce soit d'ailleurs, pour les pros, où eux, ils laissent pas d'avis, mais on essaie aussi d'être, hyper, vraiment bien avec eux et avec les clients aussi particuliers parce que, bah, après il y a du bouche-oreille et cetera, donc c'est hyper important. Et OK. aujourd'hui, une journée type pour toi, Michael, c'est du coup à la fois de démarcher des nouveaux centres et à la fois de gérer justement la réputation de ta boîte en ligne. Comment ça se passe concrètement pour toi? Franchement, il y a pas Pas de de journée journée type. type, en fait. Ouais. Ouais, il y a pas de journée type, d'autant plus en ce moment avec Botmatic où, ça me demande Oui, beaucoup c'est vrai. de Ouais. temps Ouais. aussi, mais en fait, ouais, enfin, ça dépend du moment dans l'année. Il y a des moments qui sont plus propices au démarchage de nouveaux clients, de nouveaux centres et il y a des moments où, je vais être plus focus sur le produit. Enfin, typiquement, donc, j'ai des devs qui bossent sur Simple Auto, mais, la version actuelle de Simple Auto, en fait, c'est, un cahier des charges de 45 pages que je leur ai livré, où il y avait exactement à quel endroit on met quel truc et qu'est-ce que ça fait et cetera. Je leur avais livré le HTML et le CSS, avec. Donc eux, ils ont dev, la partie, back-end, mais, enfin, je suis hyper impliqué dans le produit, enfin, je suis ça de très, très, très près et c'est hyper important, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets autant de budget sur, le produit, c'est que, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'évoluer. Ok. Il y a vraiment des gros investissements, logiciels parce que pour moi, en fait, étant tout seul, il faut qu'il y ait un maximum de choses qui soient, gérées, plus ou moins automatiquement, voilà, donc c'est hyper important. OK. J'ai une question, parce que je connais, je veux pas si tu veux la dévoiler, donc je vais la poser large. Comment tu gères le paiement avec les réservations des clients? C'est-à-dire? Entre le contrôle technique, enfin le centre et toi? Comment, tu vois? Ah, comment tu sais en gros, ils ont payé, que tu te fais pas, Ouais, voilà. Qui c'est qui escroquer gère la par le facturation, tu vois? Quand est-ce que tu vois, le client il paye chez toi, il paye Ah chez oui, OK. Ouais, voilà. ouais, non, non, donc au début, on a essayé en fait d'avoir, paiement, sur place ou en ligne. Donc, les gens choisissaient, ce qu'ils voulaient, quoi. En fait, on s'est fait pas mal, gruger par les centres. Donc, du coup, on s'est dit, «Tiens, pas incroyable, comme expérience», parce que vraiment on avait le sentiment de se faire rouler, quoi. Alors ils avaient des taux d'annulation de l'ordre de 20. Heu, du coup, on savait pas si c'était du lard ou du cochon, si c'était des fausses réservations ou simplement, eux qui nous disaient que le client était pas venu et comme ça ils avaient une commission, «gratuite» entre guillemets. Et du coup, en fait, on a basculé très vite le paiement obligatoire, en ligne. Du coup, on encaisse, ça du coup, c'est très bien. C'est une des clés aussi du gain de temps, c'est-à-dire qu'on ne court jamais après une facture puisque c'est nous qui reversons l'argent au centre de contrôle technique. Ok.
Ouais. Ce qui est mieux, plus safe, on va dire. Ouais. Bah franchement, hein, on pense à tous les affiliés qui nous écoutent, qui se font shave à longueur de journée. Hein. C'est ça, hein. Il faudrait faire pareil. Ouais, mais Moi, après, je fais presque de l'affiliation en fait, hein. Enfin, ni plus, Oui, mais Ouais, du en coup, direct. tu encaisses et tu... Ouais, Ouais. c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est chouette aussi de... Et j'ai une autre question. Et au niveau de tout ce qui est synchronisation des calendriers, etc., comment tu arrives à gérer? Parce que tu travailles avec plusieurs centres, plusieurs marques, peut-être même des indépendants qui n'ont Ouais. peut-être pas de service informatique ou des choses comme ça. En fait, ça, c'est un truc que moi j'avais en tête sur la V1, donc en 2012, quand on conçoit le produit, je me dis: «Il faut qu'on trouve un moyen de nous connecter à leurs agendas directement» et hem et du coup, la V1, on l'externalise, donc petit budget, c'est presque une preuve de concept en fait, du coup, impossible de faire ça, donc les gars géraient et c'était horrible quoi. Ils devaient ouvrir chaque créneau horaire qu'ils voulaient mettre sur la plateforme. Donc ils passaient un temps mais monstrueux en fait à juste ouvrir les créneaux et puis après une fois qu'ils avaient des réservations de leur côté, il fallait qu'ils les ferment pour pas qu'il y ait de doublons sur les créneaux. Après on sort la V2 cette fois qui est développée par, mon associé, et là, en gros, on génère des créneaux par défaut et ils ont fermé en fait les créneaux. Ils ont juste la deuxième partie entre guillemets, Mmh. mais ils ont quand même plein de doublons et tout et ça, c'est une grosse source d'insatisfaction client. Et moi, je suis un peu pushy à l'époque, avec mon associé. Je lui dis: «Il faut absolument qu'on simule une connexion, en fait, tout simplement. On va aller les créneaux» enfin, nous, moi, j'avais fait les démarches auprès des réseaux pour essayer d'avoir une vraie connexion via API et on est dans le milieu du contrôle technique, quoi. Donc les gars, sont Hmm. juste la tech, c'est pas du tout leur sujet, quoi. Donc et les réseaux, moins ils en font, mieux ils se portent. Donc à ce moment-là, en fait, je me dis: «Bah, il y a une solution». Venant du SEO, je me dis: «Bah, on va scraper les créneaux» et là, du coup, le truc, c'est qu'il y a genre, au total, une dizaine d'agendas différents. Donc c'est-à-dire, en fait, pour chaque agenda, faut, avoir une solution de scrapping, plus la maintenir, quoi. Et donc gros sujet de Discord avec mon associé à l'époque. Et finalement, en fait, quand il est parti, c'est la première chose que j'ai faite, c'est V3, plus, scrapping, où là, j'avais un dev qui s'occupait que de ça et lui, il avait des grosses compétences en scrapping parce qu'il avait travaillé pour une boîte qui s'appelle, Autovisual. Il faisait, en fait, de la data, enfin, de la collecte d'annonces, notamment sur Le Bon Coin. Il allait chercher les annonces, automobiles et en fait, il sortait des statistiques et par exemple, si tu voulais vendre ta voiture, tu disais: «Ben, moi, j'ai telle voiture» et cetera. Et ça te disait: «Ben, en fait, votre véhicule, vous devez le vendre à tel prix et le prix de déclenchement, c'est tel prix» et cetera. Et ils avaient des statistiques comme ça sur tous les types de véhicules. Donc c'était des gros scrappers et moi, j'étais allé le chercher directement, en fait. Je l'avais, identifié et c'est moi qui l'ai contacté. Je lui ai dit: «On a besoin d'un mec calé en scrapping, pour Simple Auto, je veux bosser avec toi». Et du coup, ça s'est fait et c'est comme ça que la V3 est sortie directement, donc avec un système qui va chercher les créneaux directement sur les agendas et qui les propose à la réservation, directement chez nous. Donc les gars, ils ont plus rien à faire aujourd'hui, Ok. on leur envoie des clients et d'ailleurs ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand ça book, chez nous, on va booker sur leur agenda, le rendez-vous aussi. En automatique, j'imagine. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, donc pour qu'il y ait vraiment une marge, enfin, pour qu'il y ait une erreur au cas où, ce qui doit arriver extrêmement rarement, c'est s'il y a une personne qui bookerait le même créneau exactement au même moment où toi tu le bookerais via le scrapping, quoi. Ce qui est Exactement. proche de l'impossible. Enfin, Et d'ailleurs, gros sujet du coup parce j'ai un concurrent, hein, qui fait la même chose, donc le sujet du temps le temps de booking en fait est hyper important. Enfin nous, chez nous, c'est un point vraiment important. On cherche à être hyper, réactif ouais. au moment où le paiement est validé, pour éviter justement les erreurs parce que Ok. faut bien imaginer que, bah, aujourd'hui on a un peu plus de 200 stands qui travaillent sur la plateforme.
On commence à faire un peu de volume, mensuellement, donc quand tu as un taux d'erreur, admettons, de 1 bah, 1 sur des gros volumes, Ouais, c'est énorme. ça peut puis tout ça, après, c'est du traitement manuel. Mmh. Donc et moi, je veux pas de traitement manuel, donc enfin, limiter au maximum, donc c'est vraiment hyper important, ouais. Ça représente un budget techniquement, ça, juste le scrapping des 200 plateformes partenaires, par exemple? Ou, enfin, comment... Est-ce qu'il y a En un fait, le Zenoposter derrière? Comment ça se passe ah non, c'est pas Zenoposter, non, non, là, on est sur du custom, ouais, non, non, là, c'est pas possible avec, Zenoposter, Ouais, c'est je me rends pas compte. Moi, techniquement, je suis une bille, mais c'est juste pour avoir une idée, tu vois, justement, non, non, ce c'est que ça des représente, quoi, vraiment comme... du pur custom, et enfin, ouais, c'est un gros budget. Alors, c'est pas tant le scrapping qui coûte de l'argent, c'est plus le fait de maintenir le système, de Ouais. scrapping et faire en sorte qu'il y ait à nouveau le moins d'erreurs possible. Mhm. Que dès qu'il y a un site qui change, boum, il faut tout recommencer, etc. Donc ouais, c'est plus ça, c'est la maintenance de ce truc-là qui C'est ouf, ça veut dire qu'en temps réel, genre tu vas sur un centre, je choisis une date, en temps réel, vous faites les appels au centre à l'autre côté, voir enfin, vous sortez le calendrier en temps réel, quoi. Alors, pour le coup, pour ce qui est de l'affichage des créneaux, on est légèrement asynchrone. Donc parce que ça sert à rien, enfin, on avait fait Ouais, des ouais, ouais. statistiques là-dessus, ça sert à rien d'être 100 Mhm. comment dire? En temps réel sur cette partie-là. Mais par contre, plus tard dans le process, on a des moments où on va vérifier que le créneau est bien dispo et Mhm. sinon on te fait revenir en arrière pour choisir un autre créneau. Ok, putain, balèze. J'ai Excellent. une petite question, vu que j'ai l'impression que tu as une stratégie du coup très locale maintenant, et qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui font du local, qui font du devis local et ainsi de suite. Est-ce que tu as des petits conseils que tu peux donner sur le ranking en SEO local, par exemple? Heu, En fait, il y a un point que je défends mordicus depuis longtemps d'ailleurs, mais à l'époque, on trouvait que ça n'avait pas de sens, mais le CTR, pour moi, il a une vraie importance. Donc enfin, pour ceux qui nous écoutent, voilà, le CTR, c'est le taux de clic par rapport au nombre de fois où vous êtes affiché, dans Google. Pour moi, il a une importance, capitale, et je le vois parce que, par exemple, ben, dès que je recrute un nouvel affilié et que, du coup, on a une super offre locale à cet endroit-là, bizarrement, dans les 3 mois qui suivent, il y a notre résultat qui commence à monter, 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 monter. Donc c'est-à-dire qu'on enregistre plus de clics et du coup, je pense que Google interprète ça comme un signal positif et donc en fait, il nous fait monter dans les SERP. Et pour terminer, on va être 1er, 2e, là aujourd'hui sur, Check Position, je crois que je check 150, positions locales, quelque chose comme ça. Et sur, les 150, je dirais qu'à 98 on est 1-2. Ok. Donc Et et il y a ça, vraiment depuis, ce depuis, ce ce depuis process combien de temps? systématique. Depuis combien de temps ça tient, ça Ouais, je fais même plus gaffe, en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment C'est un truc, plus de 5 ans. ouais, bah, typiquement, sur Lyon, ça fait 10 ans qu'on est numéro 1, quoi. Génial. Ok. Ou 2, des fois ça varie un petit peu, mais ouais, ouais, une fois qu'on est positionné en fait, on a les meilleures offres, enfin et ça, c'est une autre de nos batailles, c'est on veut toujours avoir les meilleurs prix. Hmm. Donc du coup, on est toujours mieux placé que notre concurrent. On a toujours de meilleurs tarifs qu'eux parce qu'en plus, eux, ils ajoutent, ce qu'ils appellent des frais de dossier que nous, on n'ajoute pas. Donc en fait, systématiquement, même si on affiche au même prix, ça sera toujours, 2 Hmm. € plus cher chez eux et les gens, en fait, bah, reviennent en arrière dans les SERP, ils cliquent chez nous et boum, du coup, on repasse devant. Ok. Ok. Et sinon, le reste de la stratégie, c'est contenu, lien, enfin rien de... Ouais, c'est Ouais, rien de le jeu habituel, après quoi. on réinvente pas la roue, hein, si ton contenu il est propre, localisé évidemment, ben, après, ben, tu fais du local, donc tu essaies de mettre les horaires, l'adresse, le numéro de téléphone éventuellement, une petite map, et cetera et puis, voilà, normalement Google capte, que tu es bien positionné. On fait du texte à trous. Bon ça je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qu'on fasse, mais
Et dans le Ça local, fonctionne. j'ai l'impression que c'est quand même très commun, très normal, quoi, le texte à trous en local. Tu vois, dans l'interview qui est sortie avec Paul Vengeon, il nous disait qu'il faisait comme ça son local. Bon, voilà, qu'il le fait pas forcément pour ses clients, mais la réalité, c'est qu'il y en a énormément qui, dans des stratégies locales, font du texte à trous et ça marche bien, voire parfois même mieux que des master spin avec des ajouts en local, j'ai l'impression. En fait, le master spin, évidemment, j'y ai pensé. Le truc, c'est que si on voulait que ce soit un minimum sérieux, il faudrait à un moment donné dire: «OK, on va faire un test, on va prendre 2 sites sur la même thématique, avec, pas de referring domains, on va pousser en fait, X la même quantité de pages des 2 côtés». Heu, D'un côté, on va faire du texte à trous, de l'autre côté, on va faire du master spin. Et une méthodologie un peu rigoureuse comme ça et pas le faire que sur 2 sites, mais dupliquer, le même test en fait sur, je sais pas, une centaine d'exemples. Ouais. Et si à la fin on a le résultat de: «Oui, en effet, le master spin, fonctionne mieux que le texte à trous», voilà, il y aurait pas de débat à la limite. Mais en fait, c'est un peu ce que je reproche, au SEO, c'est que souvent ça manque de rigueur en fait. Je pense qu'il faudrait plus de tests. Ça se faisait pas mal, au début d'ailleurs. Je me rappelle quand j'avais atterri un peu par hasard dans le milieu du SEO, mais au début, il y avait plein de gens, ils lançaient des blogs. Enfin, je pense à Axnet, notamment. C'est un ancien maintenant, mais Axnet, il avait un blog où il faisait des tests. Et, en gros, il mettait, il y avait une hypothèse de départ. Il faisait 2 sites différents il regardait, ce qui ressortait comme résultat et voilà. Ça s'est un peu perdu, c'est un peu dommage, je trouve. Heu, En tout cas, je vois moins ce type de choses sortir et je trouve que c'était assez cool, ouais. Ah, ça, en gratuit, c'est moins commun. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai acheté les SIA quand on était à Malte, où je gérais quand même majoritairement, enfin, je gérais beaucoup la partie SEO de la boîte et du coup, j'étais abonné à un mensuel où eux faisaient tout ce genre de tests. Et ils lançaient des blogs sur vraiment des requêtes qui avaient aucun sens, où il y avait que leur propre site qui pouvait Ouais, ranker et ils faisaient ouais, des trucs, juste des tests parfois un peu à la con, mais tu vois? C'était, est-ce que mettre du gras sur le mot-clé principal qu'on vise a un impact? Et vu qu'ils lançaient 2 fois les mêmes sites, enfin et ils le faisaient avec plus encore, et ben, ça leur permettait de valider et à la fin ils disaient, ouais. «Oui, ça pondère un peu plus apparemment vu que c'est les sites où on a mis le gras qui rankent». Et ils faisaient ça avec des trucs parfois, mais what the fuck? Et à la fin, tu avais toujours ton petit résultat. Je crois que j'ai un classeur énorme comme ça, j'avais tout imprimé à l'époque et avec tous les tests, comme ça qui étaient Ça faits, coûte combien ça déjà, Franck? je sais plus, ça devait être, 600 balles à l'année ou un truc comme ça ou peut-être 900 balles à l'année Mhm. et tous les mois, ils envoyaient un mensuel avec, plein de tests. Plein de tests et les gens qui avaient des idées de tests, bah, parmi les abonnés, qui disaient, voilà, moi j'ai une idée de test, est-ce que vous pouvez vérifier si mettre 3 images à la place de 2 ça fait mieux ranker? Je dis un truc à la con, mais voilà, ou est-ce que si j'intègre une vidéo YouTube, ça fait mieux ranker? Et ils faisaient le test en direct et à la fin, ils disaient oui, non. Au moins, c'était, comme tu dis, il y avait de la rigueur dans les tests, quoi. Ils faisaient des Mhm. vrais Ouais, c'était tests plus rigoureux. carrés qui donnaient un Après, par résultat. contre, à la décharge des SEO, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une inertie dans les SERP qu'il y avait pas avant. Mmh. Clairement. Heu, je sais qu'au début, j'arrivais à lire la SERP, c'est-à-dire que quand il y avait une mise à jour, je regardais les résultats et en fait, assez vite, j'arrivais à comprendre la logique de la mise à jour. Je me disais: «OK, il y a tel site, il a baissé, celui-là, il est passé devant». Puis j'analysais comme ça la SERP dans mon secteur, et ça, c'était du coup déjà sur Saint-Poteau, donc c'est il y a 10 ans. Ouais. Et très vite, en fait, j'arrivais à dire: «OK, je vois à peu près où ça va». Et là, en fait, j'ai l'impression que Google perd un peu la enfin, déjà, ils ont une espèce d'inertie, où des fois tu fais des modifs, ça se répercute pas tout de suite et cetera. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de logique dans les mises à jour. Ah bah, Il y a vraiment des trucs bizarres des fois, des comportements très bizarres, heu, donc
Voilà, donc moralité, plutôt que de s'angoisser sur, la SERP, SEO, eh ben, on trouve des leviers d'acquisition, différents, Ouais. qui viennent, voilà, limiter, l'impact, Est-ce que tu aurais la possibilité, Michael, de nous partager une potentielle grosse galère, tu vois, un truc qui t'est arrivé avec Simple Auto qui t'est pas cool, parce qu'on le sait tous, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas que des trucs cool. Ouais. Est-ce que tu aurais l'occasion de nous parler d'un truc, tu vois, que tu as dû Franchement, traverser, qui a été bien relou? ouais, franchement, la pire expérience de ma vie, aujourd'hui, c'est, la séparation avec mon associé. Ok. Vraiment enfin, après c'est un sujet, on n'en parle jamais parce que c'est pas tellement business, c'est plutôt, Bah, quand même. interne à la boîte et cetera. Sincèrement, c'est la pire galère que j'ai eue. Perdu 12 kilos, je crois, quand on s'est séparés. Ah ouais, putain. Ah ouais, ok. Donc, ouais, ça a été violent. C'est comme une rupture amoureuse, quoi. Ouais, ouais, franchement, surtout qu'en plus, fondamentalement, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Donc, enfin, ouais, c'était vraiment compliqué. Et ça a pris 9 mois, en fait, entre le moment où on clash et au point de plus vouloir bosser ensemble, et le moment où il signe définitivement la cession. Parce qu'en fait, pendant tout le process, il y a un espèce de doute sur qui va garder la boîte, quoi. D'accord. Et donc ça a été très, 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 très compliqué. En plus, il avait pris une avocate, donc moi, j'ai dit: «Je prends pas d'avocat, j'y vais directement». Par contre, j'étais hyper calé, du coup, sur, je m'étais vachement informé sur, les procédures et cetera. Mhm. Donc j'avais pas d'avocat. Je l'ai affronté, comme un grand, et j'ai gardé la boîte. Donc voilà, c'était ma finalité, c'est ce que je voulais. Mais ouais, pendant longtemps, il y a eu un gros, et en plus, comme, souvent ça c'est toujours dans les meilleurs moments que ça arrive, mais en gros, je me sépare, enfin, on clash en septembre, et en décembre, il y a ma fille qui naît, Ah, punaise. en plein tumulte, voilà. Donc bah, pour le coup, ça a été ma bulle d'oxygène, à ce moment-là, parce que ça m'a vraiment permis de me sortir de ce truc où je tournais en rond, sur, parce que vraiment enfin, en gros, on se parlait par, ouais, par avocat. Enfin, moi, je parlais à son avocat, lui répondait à son avocat et cetera. Bah, c'était vraiment, très désagréable, comme sensation, et il voulait pas, vendre ses parts, moi non plus. Donc en fait, il y a un espèce de blocage. Donc type numéro 2, si vous créez à plusieurs, je vous encourage vivement à mettre ce qu'on appelle une clause de buyer leave, dans vos pactes d'actionnaires. Donc ça c'est pas compliqué à faire, vous demandez à ChatGPT, il vous le fait, rapidement. Hem, la pire des choses qui puissent arriver, c'est vraiment situation de blocage, personne ne veut partir, puis souvent tu joues au con, en fait, à ce moment-là. Donc c'est vraiment à celui qui est le plus con. La boîte part dans le mur. Je pense qu'à une semaine près, j'aurais liquidé la boîte, pour vous donner une idée, hein. Ah ouais. Putain. Ouais. Parce Bah, que c'est ce que j'allais te demander. Pendant cette grosse vague et tout, tu as quand même un business qui tourne. Ouais, Tu bah, il as des, t'as il des... tourne plus. Il Ah tourne ouais, plus. ok. Ok. Ouais, ouais. Non, non, en fait, à ce moment-là, ça tournote, mais non, non, ça allait plus du tout. On avait en plus mis en ligne une nouvelle version du site qui, il y avait plein de problèmes, enfin, du coup, non, à ce moment-là, c'était vraiment pas incroyable. Ok. Donc ouais, on était vraiment enfin, moi, en fait, j'avais créé le dossier de liquidation. Enfin, j'allais le déposer, voilà, et et finalement, on trouve un accord, financier, in extremis, et on signe dans la foulée un accord, et là, par contre, j'ai repris le truc en main et je me suis dit: «Bon, ben, ça y est, tu reprends la boîte, donc maintenant, il faut se remettre, au travail sérieusement». Par contre, game changer, quoi. Enfin, la boîte a explosé au moment où on se sépare. Parce qu'en fait, en gros, on est ensemble de 2012 à 2019. Et dès 2013, il y a des trucs qui vont pas. Ouais. Ok, Ok. d'accord. Mais en fait,
tu vas toujours être tiraillé, enfin, surtout si c'est un copain, en fait, tu vas être tiraillé entre on se sépare pas. Parce que, enfin, moi, le dilemme pendant très longtemps, c'était préfère perdre la boîte et pas perdre un pote. Sauf qu'au bout de 7 ans, c'est plus ton pote, en fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de tensions, de non-dits dans le truc que tu juste pas envie de le voir le soir. Et en fait, tu te rends compte que très doucement, tu t'as plus du tout de relation amicale, en fait. Enfin, t'as plus. Voilà. Et donc, en fait, bah, quand tu es face au mur et à l'évidence de ça, tu te dis, bon, bah, du coup, il reste que la boîte, donc bah, autant sauver les meubles et voilà. Et, et c'est pire que tout parce qu'en fait, lui aussi se rend compte de ça et en fait, lui aussi, du coup, veut garder la boîte et en fait, bon, ça va forcément au clash, quoi. Donc, voilà. Mais gros learning quand même là-dessus. Je dirais, quand vous créez votre boîte avec quelqu'un, bah, mettez cette clause dans. Enfin, du coup, j'ai pas développé, mais la clause de buy or sell, ça t'oblige à un moment donné, s'il y a une situation de blocage, à n'importe quel moment de la boîte d'ailleurs, même s'il n'y a pas de situation de blocage, il y a un des associés qui peut dire aux autres ou à l'autre, je te rachète tel prix. Et là, il y a deux solutions. Il y a un compte à rebours qui se lance à partir du moment où l'offre est faite. Il y a deux solutions. Solution numéro 1, l'autre associé accepte, donc il vend ses parts au prix qui lui a été offert. Soit il refuse, mais dans ce cas-là, il est obligé de racheter les parts à la valeur que l'autre lui a donnée. Oh putain. Ok. Ah ouais, Bah, c'est Bah, c'est bien, engagé je comme trouve. truc. Parce que sinon, tu pourrais dire à l'autre, je te rachète tes parts pour 1 € et il se Exactement. ferait rouler. Alors que là, tu es obligé Exactement. toi-même de pondérer combien tu Exactement. serais toi-même prêt à vendre. Mais C'est- ça c'est- veut dire, c'est ça veut smart dire, comme truc. Michael, que en gros, au moment, d'ailleurs, c'est obligatoire. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a un des associés qui dit je te rachète tant, la boîte perd un associé, c'est sûr. Ah, c'est immédiat, ouais, c'est le pacte d'associés, en fait, c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé. Donc, en gros, c'est un document que vous signez entre vous, entre associés, sur lequel il est écrit, d'ailleurs, vous pouvez ne mettre qu'une seule clause, hein. Vous pouvez dire, chez nous, il y a un engagement, c'est clause de buy or sell. À tout moment, un associé peut faire une offre à un autre, et à partir du moment où l'offre est faite, tu définis la durée de réponse attendue. Et en fait, voilà, par exemple, tu dis, il y a 4 semaines et l'associé, il a 4 semaines pour, soit accepter l'offre, soit me racheter. Par contre, ce qui est démoniaque, c'est que, imaginons que tu sais que ton associé, il a pas de thune ou qu'il est endetté Ouais. ou quoi que ce soit, tu peux C'est grave le horrible. mettre dans la merde J'avoue. en lançant cette action, en lui mettant un prix au rabais, et au final, il va être. En Ouais, gros, mais soit lui-même continue à s'enfoncer, et essayer d'aller gratter de l'argent quelque part, tu vois, ou qu'importe le truc. Ou alors, du coup, toi, t'es grave gagnant parce que tu vas pouvoir sous-acheter ses parts, quoi. Enfin, acheter à petit prix ses parts. Parce que tu sais que lui serait pas en capacité de les payer. en fait, il y a toujours la solution, enfin, il y a une solution qui s'appelle le rachat de parts, avec réduction de capital. C'est-à-dire que tu peux faire racheter les parts, de ton associé. C'est la boîte qui rachète les parts. Et en fait, du coup, elle détruit ses parts sociales. Donc en fait, c'est la boîte qui va s'endetter pour, Ok. racheter les parts et derrière le capital disparaît. Donc en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, chez nous. On a fait une réduction de capital. C'est public, donc je peux en parler, mais c'est ça. En fait, du coup, c'est la boîte qui a racheté les parts et qui a détruit les parts et du coup, toi, tu te retrouves avec 100 du capital. La boîte est endettée. Après, par contre, faut, convaincre ton banquier à nouveau. Enfin, voilà, l'idée, c'est que mais il y a toujours moyen de trouver. Tu pourras jamais faire une offre au rabais parce que si tu fais une offre au rabais, c'est toi qui vas sortir. Ouais. Ok. Ah oui, parce que l'autre en Ouais. face, justement, Ah ouais. trouvera les solutions pour. Même Ok. si à titre perso, il a pas d'argent, il va endetter la boîte pour te sortir. Ok. J'avais jamais entendu parler de ce truc. J'en Ah, avais c'est jamais intéressant. entendu parler. C'est C'est hyper intéressant comme. Ouais. C'est
C'est énervé en même temps, je trouve, comme clause à mettre. Ouais, mais c'est bien. Enfin, ouais, Mais en c'est pas effet, mal. ça permet de pas bloquer parce que tu vois, c'est pour ça que je te posais la question. Pendant 9 mois où ça clash, qu'est-ce qui se passe? Et tu le dis, la boîte coule toute seule en fait parce que Ouais, je ouais. suppose qu'il y en a aucun des deux qui a envie de bosser. Bah ouais, Donc du coup, bah il oui. se passe plus rien. Les freelances, s'il y a personne pour les manager, bah il se passe, enfin, et ils font leur taf de survie, mais bon, s'ils sont même pas sûrs qu'ils vont être payés, est-ce qu'ils vont vraiment continuer? Enfin, voilà, c'est tout ça quoi. Ouais, ouais, non mais clairement et c'est la pire chose qui soit et puis moi je considère sincèrement, enfin moi je considère que j'ai perdu, 7 ans en fait, dans le développement de la boîte. En fait, on lance en 2012, et finalement on devient solo en 2019 et c'est à partir de 2019 que la boîte décolle. Ouais. Vraiment, enfin l'impression que j'ai, c'est que déjà que j'ai fait le bon choix, et surtout vraiment j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, quoi. Parce que là, la boîte fait x2 de chiffre d'affaires chaque année quasiment. Ouais, Donc, ok. ouais, juste vraiment une grosse impression de perte de temps. Voilà. Après, des enseignements quand même. Enfin, mine de rien, c'est pas du temps totalement perdu puisque, enfin voilà, maintenant je fais attention. Là, sur Botmatic, par exemple, c'était hyper clair avec mon associé. Typiquement, enfin, il y a le truc de dire au départ, tu sais, quand tu es associé, de dire, ben, s'il y a une décision à un moment à trancher, qui est-ce qui prend la décision? Heu au départ, tu es un peu, bisounours, tu dis: «Ah non, on prendra la décision à 2 et cetera». En fait, ça marche pas. Ça marche pas du tout, parce qu'il y a un moment des vraies décisions qu'il faut prendre et là, personne n'est d'accord. Mmh. Ouais. Donc tu prends pas la décision et là, en fait, enfin, typiquement, avec Clément, mon associé sur Botmatic, en fait, tout ça, ça s'est réglé en 2 heures. On a déjeuné. Au départ, on a déjeuné, je voulais juste prendre de ses nouvelles. On termine, le repas. On est OK pour, lancer une boîte ensemble et il est OK, sur le fait, que je sois majoritaire et sur la clause de buy yourself. Voilà. Ok. Parce que lui-même avait une expérience, précédente, parce que c'est l'ancien CTO de Yourplan, la billetterie en ligne, je sais pas si vous voyez? Non. Ça me parle pas. Ouais, c'est une billetterie en ligne qui est vraiment vraiment pas mal, ils ont un concurrent qui s'appelle, C'est WizEvent, je crois. WizEvent, je crois. Ouais, Ouais. WizEvent. Ouais, ouais, voilà. Donc ouais, une belle boîte et voilà et lui, il avait une expérience précédente, aussi donc on savait ce qu'on voulait pas sur la nouvelle boîte, on savait ce qu'on voulait donc ça facilite, les choses. Mais ouais, Et en c'est fait, faut ton pas pote? négliger le pacte d'associés, il y a des trucs, C'était sympas à ton mettre pote à dedans. la base ou pas, Clément? Avant de Alors devenir son associé? Clément, c'est rigolo parce qu'en gros, on se rencontre à l'UM Lyon, à l'incubateur Ok. l'UM Lyon. Et à ce moment-là, en fait, donc ils viennent de lancer Yourplan et ils travaillent sur, une autre boîte qui s'appelle 360 Médical, qui est devenue une très, très belle boîte d'ailleurs, qui faisait un peu, un espèce de moteur de recherche des posologies de médicaments pour les médecins. Mmh. Et depuis, c'est devenu, beaucoup plus que ça, mais voilà. Et à l'époque, en fait, l'équipe de Yourplan, pour, gagner un peu d'argent, parce que Yourplan, ça démarrait, bah, en fait, ils faisaient du dev à côté parce qu'ils étaient hyper bons développeurs, donc ils faisaient du dev. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est rencontré avec, Clément. On s'est hyper bien entendu avec toute l'équipe de Yourplan et finalement, on a pris nos locaux ensemble, à Lyon avec une autre boîte qui s'appelle Romler. On était, pendant plusieurs années, tous ensemble, on partageait, les mêmes locaux. En fait, avec, Clément, ça fitait super bien. Enfin, vraiment, on a 2 caractères très, enfin, on s'aime bien, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que finalement, ça s'est réglé en 2 heures, cette histoire, parce que, d'ailleurs, c'est rigolo parce on savait pas sur quoi on allait bosser et on savait qu'on voulait bosser ensemble, quoi. Et c'est que quelques mois plus tard, qu'après plusieurs idées, il y a Botmatic, qui arrive. D'ailleurs, c'est lui qui me suggère l'idée et il me fait un test, une espèce de POC et je regarde ça, je me dis: «Waouh, c'est incroyable» et voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Mmh. Ok. Bah, ça tombe bien. Alors, si je peux me permettre, Franck, je vois que tu avais peut-être une question.
si vous êtes tous OK, je propose qu'on fasse une transition justement vers ton SaaS IA, parce que là, on est déjà à 1h10 de podcast, on va éviter de... Enfin, on peut encore poursuivre, mais juste pour qu'on fasse le virage maintenant, comme ça, on parle un petit peu de ton Est-ce que SaaS je peux aussi. poser une toute dernière Vas-y, question sur envoie Singloto? la Et dernière. Ouais, c'est vas-y. pour Bien sûr. rebondir aussi sur un truc de... Quand tu étais à l'école, tu disais que tu avais eu pas mal d'intervenants qui étaient des personnes qui avaient fait des très beaux exits. Est-ce que Simploto, un exit serait possible pour toi, tu vois? Est-ce que tu es prêt à vendre ton bébé ou... Alors, c'est rigolo parce que quand on a lancé au début, moi, en gros, j'avais en tête 3-4 ans, 5 ans max et un exit. Ok. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de vendre. Parce qu'en fait, cette boîte, elle est trop cool, en fait. Donc je vous ai dit que j'étais papa, je crois. Oui. En fait, c'est une boîte que j'ai vraiment structurée un petit peu. Enfin, je pense que la première chose qu'on recherche quand on est entrepreneur, c'est la liberté. Ouais. C'est le fait qu'il y ait pas des gens qui te donnent des ordres et le fait d'utiliser ton temps comme bon te semble. Voilà et le temps, quand tu es papa, ben, en fait, il y a il c'est hyper cool parce que, enfin, voilà, je sais que je compte pas le temps que je passe avec ma fille. Donc voilà et Simple Auto m'offre cette liberté-là, c'est-à-dire que, moi, je suis très loin du modèle, du mec qui va faire, 8h, 21h tous les jours et cetera. C'est pas du tout, ma manière de fonctionner. Je bosse beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à travailler, mais il n'empêche que quand il faut se libérer, et passer du temps avec ma petite famille, ben, je me pose pas, la question une seule seconde, quoi. Enfin, la priorité, elle est là et après, le boulot, voilà, le boulot, pour moi, c'est un loisir, quoi, presque. Donc, du coup, voilà, je considère ça comme un loisir et donc je travaille, pour me faire plaisir, mais avant tout, je me fais encore plus plaisir avec la famille. Ok. Top. Eh ben, très bonne dernière question. Merci Franck. Et on va pouvoir du coup parler un petit peu de ton SaaS. Tu nous as expliqué le concept, l'objectif. Tu me dis si déjà c'est Botmatic, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, Botmatic, ouais. Botmatic, on mettra évidemment un lien en description pour tous ceux que ça intéresse. Aujourd'hui, ça permet du coup de créer son propre chat GPT, de le mettre dans un contexte, de lui fournir de l'information et donc voilà, de personnaliser une version de ChatGPT. Moi, ma première question, enfin une version de ChatGPT, justement, c'est un peu ma question. Est-ce que aujourd'hui tout ça est plug à OpenAI ou vous passez par un autre LLM pour ça? Ouais, aujourd'hui, en effet, il y a OpenAI, derrière. Pour le moment, c'est juste que c'est le meilleur, ce qui fonctionne le mieux, mais on n'est pas du tout, pieds et poings liés avec eux. Le jour où il y a une meilleure techno qui sort, Mmh. ben, on passera par, une autre techno. En fait, l'idée derrière ça, c'est quand même d'avoir un moteur de réponse, à partir des données que toi tu lui fournis. Donc tu entraînes le modèle sur, un site web, des documents PDF, du texte, tu peux donner un sitemap aussi, si tu veux et nous, ce qui nous importe, c'est la qualité de réponse. Donc après, si aujourd'hui la meilleure qualité de réponse, il y a OpenAI, c'est OpenAI. Demain, si on trouve une meilleure techno, on passera sur une autre techno. Ok. Et donc le but de là, ce que je vois, c'est de pouvoir faire majoritairement, après tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment du support client plutôt. Ah, en fait, ouais, l'idée de base, c'est ça parce que, du coup, que ce soit, moi sur Simple Auto, ou Clément sur Yourplan. Enfin, Yourplan, pour la petite idée, enfin, Clément, il a traité le support client de Yourplan pendant le Covid. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais en gros, ils ont annulé tous les événements. Ouais. Et ils voyaient leur chiffre d'affaires disparaître, alors que c'est du chiffre d'affaires qui était «booké» entre guillemets. Voilà et en plus je sais pas si vous vous souvenez, mais les premières choses qui ont sauté, c'était justement les concerts, tout ce qui était événementiel, en fait et c'est la dernière chose qui est revenue
En fait, Clément, ça a été un peu, enfin, à ce moment-là, il a vraiment, beaucoup travaillé. Enfin, il voyait je pense que ça a contribué au fait qu'à un moment, il dit: «Stop, on arrête, je m'en vais». Heu et voilà. Et lui, il a du coup beaucoup géré le support client à ce moment-là, parce qu'il était plus sur il était plus sur la partie dev, mais il était plutôt sur la partie, support client. Et moi, Simploto, aujourd'hui, c'est pareil, le chat, en fait, je pense qu'il y a 70 des conversations, mais je parle pas des messages, je parle vraiment des conversations. Il doit y avoir 70 qui sont traités, automatiquement. C'est pas la même techno parce que, pour le coup, c'est 2 ans, ça fait 2 ans que j'entraîne, le bot, quotidiennement, sur Simploto. Ok, Avant Mais avant qu'OpenAI soit aussi connu, avant que ouais, ChatGPT soit aussi ouais. connu. Mais Ok. en fait, du coup, ce qui s'est passé, en fait, quand Clément m'a dit: «Regarde ce que j'ai fait», la première chose que j'ai fait, évidemment, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur Simploto, je l'ai balancé à l'outil. Et là, en fait, du coup, je posais les questions qui passaient pas, enfin, que sur notre support client, le bot n'arrivait pas à comprendre. Je les ai balancées, en fait, à la techno que Clément venait de faire. C'était un POC, hein, ni plus ni moins. Ouais. Et en fait, là, il captait, quoi. En Ok. fait, là, c'est hallucinant, parce que moi, je me dis: «Waouh, ça fait 2 ans que tous les jours, j'alimente un chatbot, avec, des phrases, des versions de phrases, des fois, c'est juste des mots qui changent, et cetera». Et là, en fait, c'est hallucinant, quoi. Enfin, vraiment, j'ai halluciné. Je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable». Et du coup, bah, quand j'ai testé, j'ai dit à Clément, «Allez, go, on y va, c'est ce projet-là». Ça fait, voilà, je crois qu'on a testé 3 idées avant. Et là, ce truc-là, quand je l'ai vu, j'ai dit: C'est parti. C'est sur ce projet qu'on va partir». Parce que c'est vraiment trop impressionnant, enfin, c'est vraiment trop bluffant, quoi. Enfin, Ouais. même moi qui y ai le nez là-dedans tout le temps, enfin, ChatGPT, je l'utilise depuis le début, je suis abonné depuis, enfin, je pense que vous, c'est pareil, mais c'est un onglet qui est maintenant constamment, ouvert sur Chrome. Mais là, le fait de enfin, vraiment de l'entraîner sur des documents qui sont les tiens, sur des pages web, d'ailleurs, enfin, un truc que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai aussi pris la doc, par exemple, de mon prestataire de paiement. Parce que une des questions récurrentes quand tu fais du e-commerce, c'est: «J'arrive pas à payer». Hmm. En fait, le «j'arrive pas à payer», il est très vague. Et derrière, en fait, il faut essayer voilà, d'en savoir un petit peu plus au niveau du client. Et en fait, dans les docs des prestataires de paiement, généralement, tu as les codes, de retour, les erreurs, et cetera. Et en fonction de ce que va dire le client, la réponse, elle va être différente. Donc tu peux tout à fait dire: «Bah, OK, je balance la doc de Stripe, là-dessus, pour qu'il réponde bien, pour les gens qui n'arrivent pas à payer». Trop bien. Ok. Ouais, c'est très cool comme projet en tout cas. Et du Alors, coup, le deuxième usage, donc pour en revenir à ta question initiale, c'était, le support client. Évidemment, c'est le premier, voilà, premier usage. L'idée, c'est que derrière, si tu as déjà un logiciel de chat, ben, tu viens plugger le moteur de réponse, parce qu'on a une API, donc tu plugs le moteur de réponse. Et comme ça, ben, tu as les réponses automatiques dans ton logiciel de chat. Par exemple, c'est Et un intercom. Toi, si Ouais, tu as par un exemple. intercom, tu peux lui mettre. Ok, Ouais. d'accord, ouais. Ben, typiquement, Intercom, ils ont sorti une solution similaire qui s'appelle Fin, je crois, un truc comme ça. Ok. Et je crois qu'ils facturent 1 $ ou 0,99 centimes la conversation. Ce qui est énorme. Ah ouais. ouais, Ouais, ça fait mal. Ouais, c'est vraiment énorme. Ouais, ouais. c'est des Bon, petits globalement, ils sont farceurs. assez chers, Intercom. Ouais. Ouais. C'est De pas toute donné. façon, les chatbots, c'est cher en vrai. Ouais, ouais, clairement. Et justement, enfin, là, l'idée, c'est d'arriver avec une solution qui est beaucoup plus abordable, et surtout qui n'est pas limitée, parce que ben, Fin, tu l'utilises si tu utilises Intercom, tu as leur solution plug and play. Hmm. Et là, nous, l'idée, c'est de dire: ben, OK, quel que soit le système que tu utilises, enfin, moi, dans mon cas, sur Simploto, j'utilise Crisp, par exemple. Hmm. Ben, en fait, tu le plugs à ton logiciel de chat. Et derrière, voilà, tu as les réponses, tu pas besoin d'être pieds et poings liés avec tel ou tel système. Et Voilà. est-ce que tu as une dimension internationale avec ce type de soft? Enfin de SaaS? Ouais, ouais, complètement.
Le site d'ailleurs est déjà en anglais. Enfin, je sais pas si Ok. vous avez regardé, mais ouais, il est dispo en anglais. J'en discutais hier avec Clément. J'aimerais qu'on ait l'espagnol, le portugais pour le Brésil et le japonais assez rapidement. Donc, enfin, moi, je pars du principe que maintenant, en fait, avec OpenAI, justement, il n'y a plus de barrière de la langue. Hmm. Euh, Voilà, même si tu poses une question à un support client et que derrière il a plugué ça à OpenAI, il peut avoir une traduction à la volée. Enfin voilà, ça marche super bien. Donc ouais, pour moi il n'y a pas de barrière de langue et d'ailleurs notre ambition c'est quand même vraiment le marché US tout de suite quoi. Ok. On veut tout de suite aller cibler États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni. Et la France, finalement, c'est un tout petit marché. Hein. Enfin, c'est voilà. Simple Auto, pour le coup, c'était vraiment le projet ultra niché, très Parce que très. là, si vous faites ça, c'est pas du tout la même dimension en termes de boîte, quoi. Non, Enfin, je veux dire, ouais, voilà. non, ouais, clairement. Non, non, là, le but. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de tenter une expérience sur une boîte Ok, ouais. ambitieuse avec un gros potentiel. Et ouais, du coup, je pense que ça va être une belle aventure. Ce qui est chouette à entendre, parce que la réalité aussi, c'est qu'en ce moment, avec la quantité de SaaS, de business qui tournent autour de l'IA qui sortent, je trouve que c'est un peu compliqué de prendre au sérieux les SaaS IA, en fait. Aujourd'hui, tu vois, de base, moi, d'emblée, je vois... là, maintenant que tu m'en as parlé, etc., je comprends à quel point tu crois en ton projet, à quel point il est important pour vous, avec Clément, etc. Mais de base, tu vois, moi, dès que je vois un truc IA, je me dis, bon, c'est encore un, tu vois ce que je veux dire? Et, Ouais, bien sûr, ouais. et voilà, donc c'est chouette d'entendre ça. Moi, j'avais une question en termes de stratégie aujourd'hui. Le SaaS, c'est quand même pas simple. C'est quoi là aujourd'hui ton plan d'attaque pour propulser justement Automatic? En fait, il y a un bouquin, que j'aime bien qui s'appelle Traction. Je sais pas si ça vous parle? Et c'est une espèce de méthodologie d'acquisition client et qui te donne les 19 leviers, d'acquisition client qui existent aujourd'hui. Heu, enfin voilà, quand tu lances une boîte. Et en fait, moi j'ai tendance à être un petit peu bête et méchant et bête et discipliné là-dessus. On va les tester un par un, les 19 leviers et puis, on va voir ce qui fonctionne et puis, comme d'hab, en fait, quand il y a un levier qui fonctionne bien, on va le marteler, bien fort et puis voilà. Enfin, en gros, enfin les leviers, il y a, typiquement il y a le SEO, il y a le SEM donc avec les publicités, dans les moteurs de recherche. Après tu vas avoir le display, ça peut être impactant pour développer une marque. Tu vas avoir le cold emailing, qui est vraiment un beau levier aussi. Tu peux avoir, la participation à des salons, tu peux avoir, voilà. En gros, tous ces leviers, il y en a 19, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment les tester Mhm. et voilà et tu regardes ce qui fonctionne. Après, tu as une petite idée quand même, tu pars, en te disant: Mhm. «Bah, tiens, comme ça, là, je dirais quand même, c'est plutôt ce truc-là qui devrait fonctionner». Mais voilà, je pense qu'il faut les tester tous. Surtout qu'il y a un truc, c'est que, enfin, pour ce qui est stratégie de marque plutôt, on a souvent du mal à percevoir, mesurer en fait, ce qui est impactant, et souvent c'est une somme de petites choses qui fait qu'à la fin tu as une image de marque, qui fonctionne bien. Hem, donc voilà, il faut tester ces leviers et voilà. Et après en fonction de où tu en es dans la boîte, enfin typiquement je pense que le cold emailing c'est un des trucs les plus simples aujourd'hui à mettre en place, quand tu lances un SaaS, c'est probablement celui qui est le plus héroïste. Est-ce que À tu partir du moment où pourrais, tu, est-ce que tu pardon? aurais moyen, t'aurais moyen de nous donner, toi là demain pour faire ton cold emailing pour ton SaaS, tu utiliserais quels outils, tu vois, concrètement?
Où est-ce que tu trouverais les emails? Enfin, comment tu t'y prendrais? Pour le coup, c'est une discussion avec Anto qui a fait un petit déclic chez moi par rapport à BuiltWith. Anto, tu confirmes? BitWheels. Oui, BuiltWith, tu sais, la liste des technologies Ah oui, sur les oui, oui, sites. oui, 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 Voilà. ouais, ouais. Et en fait, Exact. voilà, donc c'est un petit site, un petit service qui te permet en fait d'aller chercher des sites en fonction des technologies qu'ils utilisent sur leur site. Mhm. Et ça te génère en fait des listes de sites et quand il y a des mails, par exemple, tu as les mails de contact ou les formulaires, si tu es un GSA, addict. Il y en a de moins en moins, mais Anto fait partie de ces gens-là. Du coup, tu peux massivement envoyer des mails, après faut faire attention à pas être spammy, mais je pars du principe qu'en fait, si tu cibles bien tes clients, Mhm. hem, tu seras pas enfin, ils te considéreront pas comme du spam. Au pire, ils te répondront pas, et puis au Mhm. mieux, ils te répondront. Ils seront contents que tu les sollicites parce que tu as bien ciblé et ça leur va bien. Et du coup, Mais, tu passes par quoi? Lemlist, par exemple, pour faire tes mails? ouais, il y en a plusieurs. Alors, pour le coup, il y a reply.io qui fonctionne bien, je l'ai testé. Ok. Lemlist, il a l'air plus complet, il est plus cher aussi. Ouais. Donc voilà, mais ouais, je pense qu'il faut tester. Après, il y en a d'autres, mais Lemlist, ils sont quand même Mhm. bien instaurés. Heu, enfin, ils sont connus et ça fonctionne bien. Donc là, en l'occurrence, sur Botmatic, je vais tester avec Lemlist, ouais. Ok. J'ai une autre Et du coup, question. Ouais, vas-y, ouais, vas-y, je t'en vas-y, prie. vas-y. Et du coup, je disais, enfin, parce que j'ai toujours pas parlé du deuxième type de client, mais donc le premier, c'est évident, on va tester, on va aller chercher les gens qui utilisent des helpdesk, ou des systèmes de chat. Et le deuxième type de client qu'on va chercher sur Botmatic, c'est les clients, enfin les gens qui ont une entreprise. Ils ont des bases documentaires internes, genre des wikis, des Notion, et cetera. Et souvent, c'est perte de temps pour aller chercher les infos, on sait jamais où c'est, et cetera. Et l'idée, en fait, c'est de dire: «Bah, OK, votre wiki, il existe, vous le pluguez, sur Botmatic et en fait, plutôt que de donner un lien du helpdesk, enfin de votre wiki, à vos employés, donnez-leur le lien du chat. Ils vont poser la question et le chat va leur répondre instantanément Ah, et t'évites. c'est de Donc la il faut FAQ en direct. exactement, ouais, ouais. En fait, il faut imaginer, quand tu es une boîte de 5 personnes, ça va te paraître pratique. Par contre, quand tu es une boîte de 5000 personnes, Mmh. bah, chaque minute perdue, en fait, sur la recherche d'une info, dans un wiki interne, en fait, c'est du temps perdu pour l'entreprise, en fait. Et Ouais, nous, bien on sûr. se dit: «Bah, OK, on peut être beaucoup plus efficace aujourd'hui». Tu donnes un chat, il pose la question, il a la réponse et il passe à autre chose, quoi. Donc je trouve qu'on a fait un vrai bond en avant là sur justement la rapidité de retrouver des informations. Enfin, là-dessus, OpenAI, est vraiment un outil assez incroyable. Ouais, clairement. Anto, tu Ma avais une petite question? question, alors. Ouais, je voulais juste parce que je vois que tu as fait le choix de faire une offre d'essai sur ton site Ouais, et ouais. c'est une question que parfois on a peur des abus. Je veux savoir si pour le moment tu as des abus ou comment tu Ouais, vas bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, après tu surveilles, mais oui, bien sûr, OK. on fait attention à ça. Après l'offre d'essai, en fait, on a mis ça en place parce qu'on trouve que c'est tellement hallucinant, en fait. La première fois que tu mets un site et que tu as le bot qui te répond instantanément. Enfin, en gros, faut imaginer Mmh. que, j'ai fait le test la dernière fois, une démo, c'était, donc WP Rocket. Ça, je sais pas, ça vous parle, Ouais. Mhm. le plugin Ouais, de voilà. de En cache, tout ça. gros voilà, exactement. Et en gros, je suis allé chercher la documentation, de WP Rocket. Je crois que ça a pris 3 minutes pour qu'il ingère, 800 pages, un truc comme ça. OK. Et donc au bout de 3 minutes, tu as un bot à qui tu poses une question, il te répond. Enfin, du coup, il y a un effet waouh et on s'est dit, à tous les gens, en fait, qui ont de près ou de loin un site, que ce soit un site SaaS, que ce soit du e-commerce, que ce soit,
ou même un site où ils vendent indirectement des choses, il faut qu'ils puissent tester et qu'ils posent des questions au chat ou s'ils ont déjà des questions sur leur système de chat, qui prennent les questions des clients et qui les posent, après avoir entraîné le bot, dessus et qui se rendent compte par eux-mêmes du résultat, quoi. Donc c'est pour ça, il y a cet essai gratuit de 7 jours pour que les gens puissent, se faire une idée. Ok. Vous avez d'autres Ok, questions? ok. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions de Moi mon aussi. côté. C'était très intéressant. On est sur un bon timing. Je sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter de ton côté, Michael, avant qu'on se laisse. Ou peut-être pas, il n'y a pas d'obligation. Je sais pas si ça peut intéresser, enfin, j'imagine que dans votre audience, il y a pas mal de SEO qui font de l'affiliation. Du coup, sur Botmatic, on lance un joli programme d'affiliation. Ok. Donc, En alors je l'ai RevShare pas fait sur Simple Auto, donc pour le coup, ça fait partie des 19 leviers d'acquisition dont je vous parlais. Ouais. Je l'ai pas fait sur Simple Auto parce que pour plein de bonnes raisons, mais là sur celui-là, il y en a un qui est en place, qui est en RevShare et qui dure 24 mois. Voilà. Donc en gros, tous les affiliés qui viennent de chez vous, ils prennent 30% par mois pendant 24 mois. Ok. Ça roule. Et tiens, ça c'est c'est pour moi, mais ça intéressera peut-être des gens aussi, parce que je suis aussi dans ces problématiques de SaaS et d'affiliation. Tu passes par un partenaire tierce pour gérer tes affiliations, vous avez fait un truc en interne pour... Non, on a pris Rewardful. Ouais, ok. Ouais, c'est plug and play, ça marche bien. On s'est pas pris la tête. Magnifique. Merci encore, Michael, pour ta présence sur ce Merci à vous. podcast. C'était merci. super enrichissant. Et merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire à cet épisode si vous a plu, si vous avez des questions potentiellement à poser à Michael, des remarques. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Un petit pouce bleu aussi sur l'épisode, ça fait vraiment plaisir. Les petites étoiles sur Spotify, les plateformes d'écoute diverses et variées. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, Salut. ciao. Salut.